Notre mission, c'est d'accompagner les jeunes et les apprenants à toutes les étapes de leur parcours éducatif. On les aide à réviser le bac, le brevet, puis le code de la route. On les aide à trouver une alternance. On les aide à passer le TOEIC, etc. Et comment on les aide? Avec notre expertise technologique, puisque c'est une entreprise du numérique éducatif, en créant des sites et des applications mobiles sur lesquelles ils peuvent réviser, s'entraîner, trouver leur orientation, etc. Tout ça, ça représente une très grosse communauté, une très grosse audience. On est à peu près à 4 millions de visiteurs uniques par mois sur notre plateforme qui regroupe l'ensemble de ces services, de ces sites, de ces applications. Et donc on a une communauté de 13 jusqu'à 25 ans et qui nous suit de service en service. Ils ont bien aimé l'expérience de révision du bac avec notre appli Superbac, et bien ils vont nous faire confiance pour réviser le code de la route, etc., etc. On ne fait pas à proprement parler du e-learning, on fait vraiment de l'accompagnement, de la médiation. DigiSchool au départ c'était plus un média pour les jeunes et puis on s'est orienté petit à petit avec cette expertise dans le support qu'utilisent les jeunes, à savoir le mobile, vers des services d'accompagnement de plus en plus poussés et surtout sous forme de quiz qui aident à la mémorisation. Donc on a une expertise technologique très forte, on a 40 développeurs et on a une expertise pédagogique pour traduire des contenus en outils d'apprentissage. Pour autant, on n'est pas un organisme de formation. Je crois que c'est une des conséquences les plus intéressantes de la loi et de la période qu'on est en train de vivre, qui crée en fait une porosité entre formation initiale et formation continue de plus en plus, et des effets d'opportunité très forts pour les entreprises du numérique éducatif dont nous faisons partie. C'est-à-dire si on est capable d'accompagner des jeunes dans leur parcours, non seulement ces publics-là sur le numérique vieillissent et entrent dans la vie professionnelle avec nous, et on se doit de continuer à les accompagner, de leur proposer des outils qu'ils vont pouvoir utiliser en tant que salariés. Et puis le numérique aussi crée une intermédiation, une désintermédiation, pardon. Et du coup, les frontières entre ce qui relève de la formation initiale et ce qui relève de la formation continue, quand vous pouvez apprendre à n'importe quel moment, sur n'importe quel support, sur votre appli CPF, eh bien tout ça devient beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide et on sort un petit peu des silos dans lesquels on était. Et c'est ce qu'on observe bien avec le positionnement de notre entreprise qui est en train progressivement de pivoter et donc d'apporter ses services sur le marché de la formation continue, un marché sur lequel nous n'étions pas du tout positionnés il y a encore un an. Alors on a énormément de projets, donc je dirais que la première priorité c'est arriver à suivre la cadence. C'est-à-dire que comme on a une expertise technologique très forte, on a 40 développeurs, mais vous savez que c'est des profils très rares, les développeurs. Donc c'est arriver, je dirais, en termes de positionnement RH à les fidéliser et faire en sorte que nos équipes soient toujours aussi compétitives pour créer des applications de manière très rapide. Pour vous donner un seul exemple, en ce début d'année, on lance Cléa Numérique avec l'AFPA, qui est une application pour réviser et passer la certification Cléa Numérique, qui est une certification de compétences numériques de base pour les salariés, pour les apprenants. On lance aussi une application pour réviser le chinois avec le test HSK, qui est une certification en langue. On lance la deuxième version du test TOEIC qu'on développe avec ETS Global, qui certifie l'apprentissage de l'anglais dans un contexte professionnel. Et on lance l'appli Super Secours pour apprendre les gestes qui sauvent. Tout ça, évidemment, c'est une cadence très très élevée en termes de développement. Donc je crois que notre premier défi, c'est d'arriver justement à bien travailler avec tous nos partenaires pour apporter le meilleur service à notre public. Le deuxième, c'est très important, c'est d'accompagner le mouvement de la loi, donc d'être organisme de formation, puisqu'on est en train effectivement de le devenir. Et puis notre troisième défi, qui est, je pense, en partie relevé d'ores et déjà, c'est d'avoir un positionnement beaucoup plus partenarial. C'est-à-dire, je pense que dans le monde de la formation et dans le moment qu'on vit aujourd'hui, on ne réussit pas tout seul. Et plutôt que d'opposer les solutions numériques ou les solutions en présentiel, plutôt que d'opposer les cultures professionnelles quand vous êtes du privé ou quand vous êtes du public, je crois que l'intérêt de ce moment qu'on traverse, qui bouleverse un petit peu les règles, les codes, les modes d'apprentissage,
c'est de travailler de manière beaucoup plus étroite avec cet écosystème et donc de tisser des partenariats stratégiques. Pour n'en citer que quelques-uns, on a un partenariat stratégique très fort avec CMA France, les chambres des métiers et de l'artisanat. On a un partenariat avec Erasmus+, on travaille évidemment avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur et je crois que cette capacité à travailler ensemble, à faire ensemble, qu'on soit entreprise privée, entreprise publique, acteur du numérique ou établissement de formation traditionnel, c'est ça qui fait notre force et c'est un de nos enjeux très forts pour demain.